Alors, j'invite le professeur Luciani à venir du CHU Henri Mondor qui va vous présenter donc l'intérêt de l'imagerie spectrale GSI pour l'oncologie hépatique. Merci beaucoup pour votre invitation à venir parler d'imagerie spectrale. Et je suis moins avancé que Valérie Laurent sur ce sujet. Et je vais parler beaucoup plus de routine clinique. Et puis à la fin, on verra qu'on parle un tout petit peu de recherche, mais sans doute de façon moins avancée et moins démontrée que le topo qu'elle vient de faire. Alors moi, je vais faire des choses d'abord en vous disant des choses. L'imagerie spectrale, il faut rester sur des choses extrêmement simples. Parce qu'au départ, c'est peut-être quelque chose qui effraie. On se dit, tiens zut, on était déjà embêté en IRM, et puis là, voilà que le scanner va redevenir compliqué, alors qu'on avait l'impression qu'on avait tout simplifié. Donc on va faire 3 diapositives pour comprendre de façon simple l'imagerie spectrale. Le scanner conventionnel, c'est un scanner où on utilise un spectre d'énergie polychromatique et où l'analyse des matériaux va être reflétée par leur densité en unité Hounsfield. Le principal problème de cet outil pour caractériser, au sens de caractériser un matériau, c'est qu'on peut avoir des densités qui sont voisines pour des produits, des substances, des corps, des tissus qui ont des numéros atomiques qui sont différents. L'approche multi-énergie ou spectrale, c'est d'essayer d'arriver à caractériser les tissus par leur numéro atomique. Voilà l'objectif. Alors comment on fait ? C'est qu'on va essayer d'utiliser le fait que des tissus peuvent avoir une variation de leur profil d'atténuation lorsqu'ils sont soumis à une exposition à des rayonnements ionisants à 2 niveaux d'énergie différents. D'ailleurs, le terme multi-énergie est un peu faux. En fait, c'est surtout une émission multispectre, c'est-à-dire qu'on va faire 2 acquisitions, l'une avec un spectre basse énergie, l'autre avec un spectre haute énergie. Et qu'est-ce qu'on va essayer d'amplifier par ça ? C'est surtout d'extraire de l'effet photoélectrique qui est très sensible pour les corps qui ont des numéros atomiques très élevés. Et c'est parce qu'on va être capable d'utiliser de l'exposition à des niveaux d'énergie qui sont faibles, à des spectres d'énergie qui sont faibles, qu'on va avoir cette amplification de cet effet photoélectrique dont on sait qu'il est le plus corrélé au numéro atomique. Deuxième chose très importante, c'est de bien comprendre qu'en imagerie spectrale, ce qu'on va faire, c'est une décomposition de la nature d'un tissu à partir de courbes d'atténuation que l'on connaît. Et je vous cite les 2 principales, courbe d'atténuation de l'eau, courbe d'atténuation des produits de contraste iodé. Si on est capable, et ça on le connaît, de connaître la variation de la courbe d'atténuation sur 2 profils d'énergie différents, iode et eau, on va être capable de reconstruire à partir de 2 acquisitions à 2 niveaux d'énergie différents, n'importe quel tissu que je vous ai ici représenté par ce petit tissu noir. Donc l'imagerie spectrale, c'est une décomposition de la nature d'un tissu à partir de courbes d'atténuation variables en fonction des niveaux d'énergie que l'on connaît. Et puis troisième point, et c'est le dernier, technique à comprendre, c'est que du coup, la machine scanner, lorsqu'elle utilise de l'imagerie spectrale, va être capable de fournir des images différentes. D'abord des images qui sont dites monochromatiques, qui sont des reconstructions des profils d'atténuation de ce qui est observé à des niveaux d'énergie variables entre 40 et 140 kV. Et puis deuxièmement, des images de décomposition des matériaux, parce que ce sont les courbes à partir desquelles la décomposition a eu lieu. Voilà, si vous avez compris ces 3 éléments, vous comprenez que l'imagerie spectrale, finalement, c'est assez simple, et peut-être qu'on peut s'en servir en clinique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'en servir en routine clinique ? Là encore, moi je suis quelqu'un d'assez simple, donc la première chose, il faut que ce soit facile. Parce que si ce n'est pas facile, on ne s'en servira pas. La deuxième chose, c'est qu'on a tous nos habitudes, donc il faut que ça rentre dans notre workflow habituel. Si ça vient perturber le workflow, qu'il faut aller sur des consoles différentes, changer d'univers, ce n'est pas possible. Et enfin, troisièmement, peut-être que c'est même par là qu'il aurait fallu commencer, c'est est-ce qu'il y a des applications cliniques à cette situation ? Et à ces 3 prérequis, la simplicité, le workflow, les applications cliniques, il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête en termes de choix d'instrumentation. C'est qu'évidemment, si on veut faire de l'analyse de la décomposition spectrale, vous avez compris qu'il y a un enjeu majeur qui est il faudrait quasiment simultanément avoir une acquisition à 2 niveaux d'énergie différentes. Donc le décalage temporel entre les acquisitions basse énergie et haute énergie va être très important. Et puis deuxièmement, si on veut l'utiliser en routine, il faut que le champ de vue soit adapté à ce qu'on veut voir. Moi qui m'intéresse à l'imagerie oncologique, c'est plutôt corps entier et c'est plutôt largeur d'un champ de vue qui est conforme à ce qu'on fait d'habitude. Une fois qu'on a réglé tous ces problèmes, on va essayer de rentrer cette fois-ci dans est-ce que c'est simple et est-ce que ça marche ? Alors premièrement, est-ce que c'est simple ? Oui, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'une fois que l'acquisition est faite, et c'est simple, il suffit juste de cocher la case qu'on va faire de l'imagerie spectrale. Une fois qu'on a coché ça, globalement, il ne se passe plus grand-chose, tout est assez automatique. Et on va être capable à la console de décomposer différents niveaux d'énergie différents et de tout de suite voir la variation que ça peut avoir sur le contraste.
Ici, je vous montre sur une acquisition reconstruite en coronal avec une opacification digestive haute. Vous voyez très bien que le contraste, y compris du produit de contraste à l'intérieur des structures digestives, il est optimal sur des niveaux d'énergie bas et qu'on va petit à petit gommer le contraste lorsqu'on va arriver sur des hauts niveaux d'énergie. Donc première chose, c'est relativement simple, ça s'utilise de façon assez simple. Deuxièmement, est-ce que ça peut être utile ? Alors ça peut être utile si on se souvient d'une chose, c'est que finalement, qu'est-ce qui va ressortir beaucoup en termes de densité lorsqu'on va utiliser des niveaux d'énergie relativement bas ? C'est toutes les substances qui ont un numéro atomique élevé. Et il y en a une qu'on injecte régulièrement à nos patients, qui est l'iode. Donc c'est évident que tout ce qui va prendre le contraste avec des produits de contraste iodé, lorsqu'on va réduire entre guillemets, le niveau d'énergie auquel on regarde cette substance, on va pouvoir majorer comme ça la détection de substances qui prennent le contraste. Et vous avez ici une prise de contraste pariétale nodulaire ici dans un côlon sigmoïde qu'on voit beaucoup mieux sur l'acquisition reconstruite monochromatique 60 keV par rapport à l'acquisition polychromatique initiale. On va donc optimiser le contraste. Il y a là d'ores et déjà une application clinique routinière qu'on fait tous les jours, puisque tous les jours, finalement, on cherche à avoir des choses qui se rehaussent après une injection de produits de contraste iodé. Deuxième chose, on peut se dire aussi, oui, mais il y a parfois des situations où, au contraire, je voudrais voir des choses qui ne se rehaussent pas. Et par exemple, dans un bilan d'extension d'un adénocarcinome du duodénal, comme ici, il y a des choses qu'on aimerait bien limiter. C'est justement la portion de la lésion qui ne se rehausse pas comme le reste de la muqueuse digestive. Et l'avantage de l'imagerie spectrale, c'est qu'on peut utiliser toute la gamme de ce qui peut être fourni. Tout à l'heure, je vous ai montré des images qui sont reconstruites monochromatiques. Là, on reconstruit une image en cartographie d'iode. J'expliquerai un peu plus loin que c'est peut-être un peu présomptueux comme terme. C'est surtout des concentrations relatives d'iode haut qu'on mesure, mais on voit très bien qu'on souligne tout à fait ici la différence de contraste entre la muqueuse digestive qui se rehausse fortement et puis la zone tumorale qui ne se rehausse pas. On peut aussi retrouver à peu près le même type de contraste lorsqu'on diminue le niveau d'énergie et qu'on est sur de la reconstruction monochromatique à bas niveau d'énergie. Troisième exemple, un exemple de tous les jours aussi, suspicion de syndrome occlusif. Alors, dans la suspicion de syndrome occlusif, on sait très bien que l'élément clé n'est pas de reconnaître le syndrome occlusif, il est sans doute de localiser évidemment l'étiologie, d'en comprendre la cause, de localiser la zone de transition, mais il est surtout d'envisager le pronostic du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des signes de souffrance digestive, et un des meilleurs signes de souffrance digestive, c'est l'absence de rehaussement pariétal. Ce qui implique, quand on dit absence de rehaussement pariétal, qu'en routine clinique, il est nécessaire de faire une acquisition sans injection de produit de contraste et une injection après injection de produit de contraste pour comparer. L'avantage du spectral, c'est qu'on va pouvoir s'affranchir de la phase sans injection de produit de contraste sans perdre l'impact clinique d'apprécier fortement le rehaussement des parois digestives. Donc ici, un protocole après une injection d'emblée de produit de contraste sur cette patiente qui a un syndrome occlusif avec des anses qui sont distendues. Et l'obstacle, on va le voir un tout petit peu plus bas, il est sur un orifice hernière avec une anse qui s'est incarcérée à l'intérieur de l'orifice hernière. Point très intéressant, à partir de cette acquisition d'emblée avec injection de produit de contraste, on est capable d'obtenir la reconstruction virtuelle sans injection de produit de contraste et d'apprécier de façon relativement simple que la paroi se rehausse. Et puis si on veut aller encore un peu plus loin, essayer d'aller faire un peu plus une approche quantitative, on peut éventuellement mesurer la concentration relative en iode à l'intérieur de la paroi, pour peu que les voxels soient suffisamment accessibles pour qu'ils soient mesurés, et être capable de dire, par exemple, comme chez cette patiente, que la concentration relative en iode, elle est voisine de celle qu'on trouvait dans les autres anses en amont, qu'a priori, il y a donc bien une perfusion conservée de l'anse digestive, et on va avoir une attitude relativement attentiste après que le chirurgien ait réduit les hernies, ne pas se précipiter au bloc opératoire, et c'est ce qui s'est passé chez cette patiente, et on a supprimé l'hélice sans injection de produit de contraste. Alors, cette attitude-là, on va essayer de la valider à plusieurs centres, dans les syndromes occlusifs, dans le cadre d'un PHRC régional, dont la lettre d'intention a été acceptée et qui est en cours d'évaluation cette fois-ci pour être lancé formellement. S'il est lancé, j'espère que dans quelques années, on aura une réponse cette fois-ci prospective sur l'impact de l'imagerie spectrale dans la prise en charge des urgences. Troisième point, évidemment, dans la thématique du carcinome hépatocellulaire, qui nous concerne aussi, on peut se dire aussi, est-ce que l'imagerie spectrale peut permettre de détecter plus facilement des nodules qui prendraient le contraste? Ici, vous avez l'exemple d'un patient de 39 ans qui avait été opéré d'un carcinome hépatocellulaire à un stade, on va dire, palliatif avec une extension tumorale portale dès le départ, hépatectomie droite, et puis dans la surveillance, on essaye de détecter la survenue d'une récidive. Donc vous voyez qu'ici, c'est compliqué de voir qu'il y a un nodule, et pourtant il y a bien un nodule qui se rehausse. Vous l'avez sans doute deviné sur l'imagerie conventionnelle polychromatique, il est par ici. Alors évidemment, sur la phase tardive, on commence à voir un lavage, ce qui oriente là évidemment vers une récidive de carcinome hépatocellulaire, mais on voit bien qu'on est quand même moins à l'aise
que les acquisitions IRM, imagerie de diffusion, imagerie après injection de produits de contraste temps artériel sur un 3D écho de gradient en suppression de graisse, on voit bien que l'IRM a un contraste qui est suffisant. Maintenant, si je vous montre cette image-là, qui est la cartographie relative d'iode par rapport à l'eau, là encore, on voit bien que c'est pas qu'on aurait raté le carcinome hépatocellulaire, mais à l'œil, c'est quand même beaucoup plus facile de détecter un carcinome hépatocellulaire ici que de le voir sur l'imagerie polychromatique conventionnelle. Dans notre expérience, on ne voit pas plus de carcinome hépatocellulaire avec l'imagerie spectrale, on les voit simplement beaucoup plus facilement. Mais dans un workflow d'une vingtaine de patients oncologiques par matinée, c'est évident que c'est un plus aussi, cette simplification de la lecture des images. Alors évidemment, là je vous ai montré des choses, la vie est belle, quoi. Alors en général, quand la vie est belle, il faut se méfier. Donc on va voir s'il faut effectivement se méfier. Alors d'abord, est-ce que c'est effectivement intégré dans le workflow ? La réponse est oui, c'est parfaitement intégré dans le workflow. On peut parfaitement utiliser des images spectrales, les envoyer, les reconstruire d'emblée en monochromatique, au niveau d'énergie qu'on souhaite, les envoyer dans un pack, les envoyer dans un serveur de façon automatisée, sans avoir besoin pour nos manipulateurs de faire quelque action supplémentaire que nécessaire. La deuxième chose, c'est finalement, est-ce qu'on retrouve à peu près le même environnement ? Est-ce qu'on reconstruit une image tous les 15 ? Ou est-ce qu'on a vraiment un scanner ? Écoutez, on a vraiment un scanner. Ça, c'est des cartographies d'eau, des cartographies d'iode sur d'eau sur un carcinome hépatocellulaire multifocal. Et puis avec une acquisition artérielle en imagerie spectrale. Et puis on peut parfaitement faire, pareil, l'acquisition portale thoracoabdominale pelvienne reconstruite en cartographie iode eau. On peut parfaitement le générer. Et là encore, de façon totalement automatique sur l'ensemble du corps. Et avoir une acquisition finalement qui est routinière, c'est un scanner comme on le fait tous les jours, vous et moi. La troisième chose, c'est quel est le prix à payer en termes d'exposition supplémentaire aux radiations ionisantes. Il y a un prix à payer. Je vous le montre ici sur un bilan d'extension, une surveillance oncologique, pardon, avec un scanner thoraco-abdominopelvien. Ici, l'acquisition polychromatique réalisée 6 mois précédemment. Et puis là, le même patient, toujours en surveillance, avec une acquisition spectrale. En termes de qualité image, c'est toujours difficile de se rendre compte sur deux images. Il n'y a pas de différence en termes de qualité image, on voit la même chose, deux choses différentes. Ici, vous avez la DLP et la CTDI de l'acquisition thoraco-abdominopelvienne en polychromatique. Ici, la DLP et la CTDI en acquisition spectrale. On voit que le prix à payer est de l'ordre de 15 à 20%. En sachant une remarque, sur ma machine, je travaille sur toutes les images que je vous montre, c'est du HD 750 avec ASIR, sans encore ASIR V, qui probablement permettra de diminuer un petit peu les constantes d'acquisition forcément chez ces patients. Deuxième remarque, je suis un centre qui fait beaucoup d'oncologie et surtout de l'oncologie lourde, dans lesquelles la qualité image et le rapport qualité-dose a une importance qui est significative. Et je crois qu'on est plusieurs à défendre l'idée que c'est un rapport qualité-image versus dose dans une indication clinique particulière qui doit être notre fil guide et non pas simplement la réduction de dose. Troisième chose, est-ce que vraiment ce qu'on observe, et le cas que je vous ai montré sur le carcinome hépatocellulaire, a une traduction patente en termes de rapport contraste à bruit entre le nodule de carcinome hépatocellulaire et le parenchyme hépatique adjacent. Alors on avait rapporté cette communication précédemment aux Journées françaises de radiologie, où on avait suivi des patients pour carcinome hépatocellulaire, et on s'est amusé à regarder l'intensité du signal mesuré à différents niveaux d'énergie reconstruits, des carcinomes hépatocellulaires, du foie adjacent, et le rapport contraste à bruit. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a une amélioration significative du rapport contraste à bruit lorsqu'on travaille à des niveaux reconstruits monochromatiques relativement bas, de l'ordre de 50 kV. Et donc, clairement, il y a une traduction, on va dire, physique à ce qu'on ressent, nous, visuellement, c'est-à-dire une amélioration de la détectabilité des prises de contraste au temps artériel. Voilà un exemple pour vous montrer cette situation. De façon caricaturale, le 140 keV, le 100 keV. Ici, on passe sur du 70 keV. Et à 45 keV, c'est évident que le contraste, il est nettement meilleur ici. Et si je vous montre un peu plus loin, on peut même aller encore un peu plus loin avec l'imagerie spectrale. C'est-à-dire qu'on va être capable de calculer et de mettre sur un graphique les courbes d'atténuation des tissus qu'on mesure. Alors vous voyez ici, j'ai mesuré chez ce patient qui a un volumineux carcinome hépatocellulaire très hétérogène de la partie inférieure du foie droit, différentes portions. J'ai mis une région d'intérêt qui est bleue, c'est l'aorte. J'ai mis une région d'intérêt qui est rose, c'est une portion active de la tumeur que vous avez représentée ici, avec une région d'intérêt que j'ai volontairement pris dans une portion qui me paraissait être très rehaussée. Et puis, quand je prends l'ensemble de la lésion avec une grosse région d'intérêt globale, vous voyez que la courbe n'est pas tout à fait la même. Et enfin, le foie adjacent qui est la courbe en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que très simplement, on est capable de voir des différences de profil d'atténuation qui probablement reflètent des contingents tissulaires qui sont différents, portions actives, portions nécrotiques, portions totalement vasculaires à l'intérieur d'une lésion. Et on commence à voir germer
l'idée de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du quantitatif? Alors évidemment, le quantitatif, il serait aussi très intéressant post-simiembolisation lipiodolée, puisque ici, vous avez aussi chez un patient qui a été traité par chimie-embolisation lipiodolée pour des carcinomes hépatocellulaires, différents contingents que là encore, sur lesquels on va mettre des régions d'intérêt. Un premier sur du lipiodol, courbe en rose, forte décroissance de l'atténuation avec l'augmentation des kilovolts. Le deuxième, c'est la portion résiduelle active de la lésion qu'on a détectée ici. Et puis troisièmement, c'est le foie adjacent. Là encore, avec des profils d'atténuation différents. Je dois vous dire que ce cas caricatural est facile. Les cas qu'a montré Valérie montrent bien que lorsque le lipiodol est au centre même de la lésion, c'est extrêmement difficile d'aller analyser à l'œil les portions qui restent actives versus le lipiodol, et qu'il y a du work in progress en ce moment à faire sur le post-traitement pour arriver à bien localiser les portions lipiodolées et les portions actives des lésions. Et puis troisièmement, est-ce qu'on peut essayer de tenter de faire le lien avec de l'imagerie de perfusion? C'est un travail qu'on a présenté pour la première fois aux Journées françaises de radiologie cette année avec Sébastien Mullet, qui est interne dans le service et qui a présenté ce travail d'évaluation fonctionnelle quantitative du carcinome hépatocellulaire avancé. C'est une étude ancillaire d'un essai multicentrique PHRC SARA, sorafenib versus radioembolisation dans le carcinome hépatocellulaire avancé, protocole multicentrique porté par le professeur Villegrain de Beaujon. On a inclus 16 patients avec 39 examens scanners, 50 lésions de carcinome hépatocellulaire, et tous ces patients ont bénéficié d'une part dans le cadre du protocole SARA d'un scanner de perfusion avec une couverture de 40 mm sans déplacement de table, et d'autre part, ça a été la touche Mont d'Or, de rajouter un scanner double énergie multiphasique. Au lieu de faire une acquisition multiphasique classique, on mettait du double énergie sur l'acquisition artérielle, du double énergie sur l'acquisition portale. Et on a essayé de regarder si les paramètres qu'on pouvait extraire quantitatifs, type concentration en iode, concentration relative en iode, étaient corrélés avec les paramètres de perfusion. Alors voilà un exemple de ce que ça donne. Alors évidemment, ce sont des très grosses lésions. Vous avez vu cet exemple tout à l'heure, voilà, avec un gros nodule de carcinome hépatocellulaire sur l'acquisition double énergie. Je vous montre ça surtout pour vous montrer que ce sont des acquisitions totalement classiques, c'est de l'acquisition de routine, c'est de l'acquisition multiphasique, et qu'on interprète naturellement les choses et que ces données sont conformes à ce qui devait être recueilli dans SARA. Alors si maintenant on va sur les cartographies de perfusion, pourquoi je vous dis que je suis allé moins loin que Valérie Laurent? Car moi je vais simplement faire des corrélations d'image à image. Je n'ai pas la réponse de est-ce que les paramètres, s'ils varient, sont en lien avec une réponse tumorale et un pronostic amélioré du patient, ce qui doit être notre but. Donc je suis vraiment à un stade très préliminaire. Simplement, ce qu'on retient, c'est que la concentration artérielle relative en iode, elle semble corrélée à des paramètres de perfusion, notamment le flux artériel au sein des carcinomes hépatocellulaires, mais également à la HAF, Hepatic Portal Index ici, la HPI, dont on a parlé tout à l'heure Valérie Laurent, et enfin des paramètres notamment de perfusion globale et de temps de rehaussement. Il y a donc manifestement un lien entre les concentrations qu'on peut mesurer à un moment statique et des paramètres de perfusion. Là encore, continuons la recherche pour voir si les choses ont un impact sur le suivi du patient. On est très en amont. Je vous montre un exemple ici d'une portion relativement active d'une tumeur avec une concentration artérielle élevée, avec un flux artériel élevé et un index de perfusion hépatique élevé, et à l'inverse, une portion d'un carcinome hépatocellulaire infiltrant qui est faiblement concentré en iode et avec des paramètres de perfusion qui eux aussi sont modifiés. Donc, pour conclure, finalement, l'imagerie spectrale, c'est un outil qui se veut être de caractérisation tissulaire. Il est applicable en routine clinique sur des situations différentes, remplacement du sans injection de produits de contraste, augmentation du rapport signal à bruit et de la détection de la concentration en iode. Il permet donc d'optimiser la détection qu'on fait tous les jours de ce rehaussement avec des produits de contraste iodés. Et puis, est-ce qu'il y a un rôle dans l'analyse quantitative? Là, il va falloir qu'on se revoie dans quelques années pour être sûr qu'il y a effectivement un impact. Et on représentera ce travail au RSNA très prochainement. Merci beaucoup.